Внимание, внимание, уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. С целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города каждому жилому дому. Сегодня, 27 апреля, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. « 35 ans après, nous empruntons la même route que la population évacuée. À une différence près, on doit s'arrêter à 40 km de Pripyat, car une zone interdite et surveillée a été créée autour de la centrale en raison de la radioactivité. Une seule route permet d'y accéder en voiture. C'est pourquoi on doit emprunter un chemin de forêt pour éviter les gardes présents sur la route et pouvoir commencer notre marche dans la zone sans être vus. » On sort rapidement de la voiture, on prend nos sacs qui pèsent environ 15 kg avec tout notre matos photo, nos vêtements, du matériel de survie, de l'eau, de la nourriture, et c'est parti pour la marche la plus longue et la plus difficile de ma vie. Je ne le savais pas encore, mais on allait parcourir 55 km en plus de 14 heures. Pour remettre un peu de contexte, je suis parti dans un pays que je ne connais pas, avec 3 personnes que je n'avais jamais vues de ma vie, dans un endroit interdit. Sauf qu'une opportunité comme ça ne se refuse pas. On est parti grâce à Flo, alias Respawn, qui connaissait un Ukrainien, Gekon, qui va souvent dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, et Mathieu, qui est un habitué de la randonnée. Donc honnêtement, je partais confiant. Maintenant que tout est clair, on peut continuer. Pendant la marche, on tombe sur plusieurs trucs peu communs et peu rassurants. Un bout de squelette de mâchoire de loup, un cimetière en pleine forêt, et un village avec quelques maisons abandonnées. Sur notre itinéraire, il fallait traverser les routes officielles que les gardes et les touristes empruntent. On devait donc être discret et rapide. You all together have to check left side. Check the car. I will check right side. When I say go, we have to run it as much as possible. Après plusieurs heures de marche, on arrive à une rivière qu'il va falloir traverser. Elle était fraîche, mais heureusement pour nous, le niveau de l'eau était plutôt bas, donc on a pu la traverser facilement. Elle est bien fraîche, hein. Après ça, on a continué sur de nombreux kilomètres pendant que la nuit commençait à tomber. La fatigue et la faim commençaient à se faire sentir. Rien du tout.
On marche la nuit. Il est genre 21h et on va arriver dans grave longtemps. Du coup, c'est long. Mais c'est plutôt stylé. En vrai, c'est calme. On entend des bruits d'élan et tout. On a mangé juste avant. Franchement, j'ai quand même hâte d'arriver. Heureusement, je suis pas trop mal au hip. Bon, le sac est lourd. Je défonce les épaules. On va dire que ça va. Jusqu'à enfin arriver à Pripyat à 4h30 du matin. C'est sûr. C'est seulement le lendemain qu'on découvre notre logement. 2 pièces avec plusieurs lits et des fenêtres qui ferment. Juste ce qu'il faut pour s'abriter, poser nos affaires et survivre quelques jours. Pendant la marche, je me suis blessé au genou, ce qui va m'handicaper pour les jours suivants, mais je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo spéciale sur toutes nos péripéties que je ne raconte pas dans cette vidéo. Et croyez-moi, il y en a eu énormément. Il faut savoir que chaque guide, aussi appelé stalker, a un appartement dédié à Pripyat avec quelques réserves de gaz et de nourriture. Donc on était en lieu sûr. Après un repos bien mérité, l'exploration pouvait commencer. Notre premier spot est un lieu mythique de Pripyat, la piscine et le terrain de basket. Malheureusement, c'est tellement mythique qu'on a vu des touristes au loin et on a entendu un chien proche de nous, on est donc parti très vite. On a fait une petite pause dans notre appartement pour se faire oublier et on repart explorer. On tombe sur une sorte de cimetière de véhicules, plus ou moins militaires. L'ambiance est très spéciale. Ensuite, on va dans une ancienne école de la ville. Avec une salle de sport. Des anciens documents. Des salles de classe, des vieux livres, et des masques à gaz, qui n'étaient pas du tout destinés à protéger la population après l'explosion de la centrale. Ils servaient d'entraînement aux enfants en cas de bombe atomique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1986, nous sommes en pleine période de guerre froide. Là aussi, on entend du bruit et on doit mettre fin à notre exploration pour ne pas se faire repérer et arrêter. Le soir, on monte sur le toit de notre immeuble pour admirer la ville. On a une super vue sur la centrale qui se trouve à 4 km et son sarcophage qui recouvre le réacteur numéro 4 qui a explosé. Le lendemain, on se lève très tôt pour éviter les gardes et les touristes. On a donc plus de liberté pour explorer un gymnase situé au centre-ville qui donne une vue magnifique sur la grande roue du parc d'attractions qu'on ira voir juste après.
La Grande Roue et le parc d'attractions en général n'a jamais servi à la population. Sa construction a commencé en 1986 et il devait être inauguré le 1er mai. Sauf que l'accident a eu lieu 4 jours avant et l'inauguration n'a jamais eu lieu. C'était la dernière exploration avant de repartir dans la nuit pour le retour. Après plusieurs dizaines de kilomètres sous la pluie et plusieurs heures de marche, je vous laisse écouter mon état. C'est la super ambiance. On cherche un endroit pour dormir, il pleut. Et j'ai plus qu'un genou, voire un demi-genou. Il faisait tellement froid avec la pluie, le vent et la fatigue qu'on a juste pris le temps de manger un petit truc dans une maison abandonnée sur la route et de repartir pour les derniers kilomètres. J'ai fait toute la marche avec des bâtons et ça m'a vraiment sauvé. Sans eux, je n'y serais jamais arrivé. C'est vraiment l'enfer. Bien sûr, comme on a passé la rivière à l'aller, il faut la passer au retour. C'est n'importe quoi. Cette fois-ci, elle était encore plus froide et plus haute. On était vraiment au bout de nos forces et il ne fallait pas traîner car le taxi pour le retour arrivait bientôt. Et il nous restait encore plusieurs kilomètres à parcourir. Les derniers moments avant de, j'espère, arriver au taxi. On a rendez-vous à midi. Il est 11h passées. Il reste quelques kilomètres, voire centaines de mètres à faire. Sauf qu'il y a Flo qui est dans un état, ses pieds sont explosés. Moi toujours plus de genoux. Mathieu porte le sac de Flo. Et le guide, il avance et il espère avoir le taxi à l'heure, quoi. C'est chaud. Mais j'espère qu'on va y arriver. C'est censé être là le point d'extraction. J'espère que c'est au bout de la rue. Putain, j'en peux plus. C'est le giga suspense. J'ai vu quelqu'un me faire signe de loin, mais alors là... Oh les gars, c'est enfin fini, il y a le putain de taxi. Oh, j'en reviens pas. Il devait être là à midi. À soi-disant 500 mètres, ça fait quasiment 2 km qu'on marche. Un grand merci à Flo d'avoir eu confiance en mes capacités et de m'avoir permis de réaliser ce voyage. À Mathieu pour ses plans vidéo qui rendent cette vidéo encore meilleure. Et à Gekon de nous avoir guidés et accompagnés pendant ces 4 jours. Quelques anecdotes en vrac pour la prochaine vidéo. J'ai acheté tout mon matériel 3 jours avant le départ. Flo est entré en Ukraine avec une exclusion de territoire sur son passeport. J'ai failli me faire rapatrier par la police ukrainienne. Sur le retour, un garde à vélo est passé 4 fois devant nous sans nous voir. Je vais tout vous expliquer dans la prochaine vidéo, donc pour ne pas la rater et suivre mes prochaines aventures, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mes comptes Instagram Inconico pour la photo, Nico Pénard pour la vidéo et la 3D, et Pénard Vision, ma marque de vêtements.